Cette année, on a signé pour 100 millions de deals, mais là, c'est du revenu pour nous qu'on a signé. Là, le chiffre que je te donne, c'est de la signature pour nous. Alors juste avant de commencer l'épisode, si vous voulez recevoir toutes les semaines les meilleures stratégies de croissance pour faire décoller vos revenus, ainsi que les nouvelles tendances émergentes et les idées business pour les exploiter, alors vous allez adorer Next Trends. Next Trends, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore d'idée, ça vous aide à en trouver. Si vous avez déjà une idée, ça vous aide à vous lancer. Et si vous avez déjà une boîte, ça vous aide à la faire grandir. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entrepreneurs parmi les plus connus de France qui nous ont déjà rejoints. Donc si ça vous intéresse, ce sera le premier lien dans la description. Alex 2026 arrive à grands pas. Nous sommes le 19 décembre, à l'heure où l'on tourne. Et donc les bonnes résolutions aussi arrivent à grands pas. Et avant de faire ces bonnes résolutions, il y a un exercice que je te propose dans ce podcast. Ça va être de planifier du coup son année 2026, mais surtout de prendre du recul par rapport à l'année 2025. Et donc de se poser 5-6 questions pour justement faciliter cette prise de recul et derrière arriver à planifier au mieux cette année 2026. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est pas tant les expériences qui te font apprendre des choses, c'est plus la prise de recul vis-à-vis des expériences. Et donc c'est pas juste vivre, c'est vraiment, ok, stop, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé ça, et qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Et je trouve que, en fait, sauf drame, généralement dans les drames, il y a des remises en question qui se mettent en place, mais on prend pas forcément le temps tout au long de l'année de faire pause et juste de se dire ok, il s'est passé ça, pourquoi il y a eu ça, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce que je peux apprendre. Et donc voilà, le but de cet épisode, c'est de faire cet exercice, mais sur l'année entière 2025. Ok? C'est extrêmement clair. Et juste pour un propos introductif, je confirme ce que tu viens de dire parce que moi, j'ai senti ma courbe de. Alors là, je te parle uniquement. Non, même pas. C'est pas vrai. Ma courbe de progression professionnelle, certes, mais aussi dans ma vie personnelle. Alors, tu mets dans ta vie personnelle ce que tu veux, mais de manière générale, mes relations avec, tu vois, ma femme, ma famille, le sport, le développement intellectuel ou je ne sais quoi. À partir du moment, j'ai commencé à faire ça, je crois, en 2022, enfin fin 2021 pour l'année 2022, en gros, de me faire tu vois, je fais pause sur mon année, je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, mes objectifs pour l'année d'après, et mes objectifs pour l'année d'après, enfin, alors, du coup, à partir de la deuxième année, mes objectifs de l'année d'avant sont-ils remplis, machin, avec tout un framework sur Notion et compagnie. J'ai remarqué que à partir de la première année et surtout à partir de la deuxième année, donc quand tu peux regarder, enfin tu vois la première année tu mets en place, t'as pas les bénéfices, mais à partir de la deuxième année tu commences à avoir vraiment des gros bénéfices là-dessus. Et ben que ma vie a radicalement changé en termes de résultats. Et peu importe les résultats que tu vises, je parle pas forcément de résultats pro, même si évidemment ça marche et voire même ça marche encore mieux, mais de résultats perso, de résultats sportifs, de résultats machin, et même de contentement de ta vie générale. On pourra creuser après dans pré 2021 et ce que j'ai résolu avec ça dans le pro. Encore une fois, c'est évident, c'est traquable, on en parlera, mais dans le perso aussi. Et donc, je plus sois à mort ce que tu viens de dire, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu utilises comme support? C'est quoi? On parle d'un Google Doc, d'un Notion, d'un Apple Notes. Et comment est-ce que tu structures ça? Moi, alors là, en annuel, j'ai un Notion. Notion, ok. J'ai un Notion. Je vais expliquer après comment il se décompose, mais voilà, j'ai un Notion. Enfin, moi, j'utilise Notion parce que j'aime bien Notion et parce que j'ai l'habitude de l'utiliser dans le taf pro, donc je sais l'utiliser. J'ai pas, tu vois, de blocage, de voilà. À un moment, j'avais essayé d'utiliser Obsidian. C'est moins à la mode maintenant. À une époque, c'était un peu à la mode, c'est parce que tu pouvais faire des links entre des trucs, mais c'était un peu le bordel. C'était pas forcément le plus ergo quand tu commençais à y avoir beaucoup de trucs dedans. Mais bon, voilà. Et après, parce que si tu le fais que annuellement, ce que je faisais au début, je trouve que au bout d'un moment, comme tu l'as très bien dit, t'oublies. Et après, moi, j'ai un petit carnet qui là me sert à gérer semaine par semaine. Ok. Jusqu'au mois par mois, ça va dans le Notion. Et quand on passe de mois par mois à semaine par semaine, c'est petit carnet. Alors, est-ce que tu peux, deux choses. Déjà, nous dire ce que tu écris dans ce carnet. C'est-à-dire que toutes les semaines, ton process, c'est quoi? C'est tous les dimanches, tu te poses, tu réponds à quelles questions, Alors, tu vas quelles voir. des longueurs. Et le Notion aussi, est-ce que c'est tous les mois, tu te poses et tu fais le même travail?
Ouais. Alors, on peut partir, si tu veux, on peut partir de l'année. Vas-y. Parce que c'est comme ça que ça. Enfin, en gros, je pars en fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, à un moment, j'ai défini mes objectifs à 10 ans. Donc, en gros, pardon. J'ai défini mes objectifs de vie tout en haut. Genre, en mode, ça, dans ma vie, je voudrais avoir fait ça, tu vois. Il doit y en avoir 7 ou 8, tu vois. Euh, et là, c'est des trucs, tu vois, très haut de panier. Je me suis dit, ok, si à la fin de ma vie, ou dans, tu vois, j'en sais rien, à 50 ou 60 ans, ou je sais pas quel âge, il faut que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait dans la catégorie 5-10 ans? Quand je dis catégorie 5-10 ans, c'est parce que si je dis, tu vois, atteindre X de chiffre d'affaires, tu sais jamais, dans la réalité, tu peux te fixer tout ce que tu veux quand tu pitches des trucs, mais tu sais jamais si ça va arriver en 26 ou en 27, tu vois. Parce que ça peut décaler, il peut y avoir des trucs, une crise, un machin, je sais pas quoi, voilà. Donc, j'ai un objectif qui se situe entre 5 et 10 ans. Donc là, je prends un deuxième batch et je dis, pour avoir le top du top, il faut que l'échelon du dessous, il faut que en 10 ans, j'ai fait à peu près ça. Si j'arrive en 5, c'est top. Si j'arrive en 10, c'est la fin de l'objectif, tu vois. Mais on se dit, dans cette catégorie-là, à peu près, j'ai ce truc-là. Et ça me donne... Je regarde, en fait, si mes objectifs annuels sont cohérents avec ma vision de 10 ans et ma vision de vie. Parce que si je me rends compte que dans mes objectifs annuels, j'ai que des trucs qui collent pas avec ce que je veux à la fin, en fait, je suis juste complètement con. Je suis juste en train de faire des trucs parce que, tu vois, la société me dit qu'il faut les faire. Alors que, ben, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais comment est-ce que tu gères lorsque tes objectifs changent? Euh, alors, peut-être que toi, tu as commencé à 4 ans, donc t'avais 28 ans, 27 à l'époque? 27, je te confirme. 27, ok. Donc peut-être que ça commençait déjà un peu plus se cristalliser, tu avais vraiment une direction. Mais lorsque tu commences un peu plus jeune, ça a 20 ans, même 22, 23, 24, 25, en fait, ça change, tu te cherches, tu sais pas vraiment quoi faire. Et donc en fait, toute ta pyramide devient caduque. Ah, mais bien sûr, ça, si tu es en accord avec toi-même, tu changes ton objectif, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que quand je change, parce que moi, j'ai pas forcément changé, mais j'ai ajouté des objectifs. Ok. Euh, Pas forcément dans la catégorie objectif de vie, mais dans la catégorie 5-10 ans, à un moment, j'ai rajouté certains objectifs. J'ai mis rajouter à telle date, genre en gros pour telle raison. Tu vois, et je me suis écrit les raisons. Parce qu'après, sinon, t'oublies. Tu sais, tu regardes tes objectifs 5 ans plus tard et tu te dis, ah bah ouais, mais pourquoi j'ai mis ça en fait? Et ben moi, je mets la raison à côté, genre, tu vois, j'ai lancé ça, j'ai vu que ça faisait ça, en fait, ça m'intéresse vachement, j'aimerais faire ça. Ok. Euh, L'échelon du dessous, du coup, tu passes en annuel. Donc là, tu deviens déjà beaucoup plus pragmatico-pragmatique. Genre, je veux gagner tant, je veux investir tant, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, c'est là où je découpe entre mes objectifs pro, mes objectifs perso, mes objectifs santé, mes objectifs intellectuels, en gros. Tu vois, j'ai des catégories. Les catégories, tu peux les faire dans les sens et les couleurs que tu veux. C'est pas très grave, tu vois. C'est juste, moi, ça m'aide d'avoir des catégories. Et dedans, j'ai un nombre d'objectifs qui me semble ambitieux mais réalisable, tu vois. Ça sert à Et rien de mettre. juste cette catégorisation, tu le fais dans les objectifs annuels, tu le fais pas dans les objectifs sur 10 ans. Non, parce qu'il y en a tellement peu. En fait, Ok. les objectifs. Enfin, il doit y en avoir 7 à vie. 12 à 10 ans, tu vois. Donc en fait, d'un coup d'œil, je vois et je sais exactement dans quelle catégorie il tombe à la fin de la journée. Ok. Enfin, tu peux le faire, tu vois. Enfin, je pense que ça change rien, mais. Et là, ensuite, il y a tous les objectifs, voilà, de l'année. Et ces objectifs de l'année, après, bah, là, ça me donne un plan assez activable en mode, bah, j'ai 12 mois de 4 semaines, grosso modo. Là, après, tu commences à découper en mode, ok, si je veux, bah, même logique en fait, si tu veux. Si à la fin de l'année, je veux avoir gagné, enfin, je veux avoir fait, on va dire, signé pour aller, voilà, signé pour 100 millions, c'est l'objectif de l'année, pour 100 millions d'opérations, tu vois, dans le pipe. Ben, ces 100 millions d'opérations, si je veux les avoir signés, ça veut dire que même s'il y a une loi d'accélération, il vaut mieux que il faut que je sois à peu près dans l'épure à mi-année, il faut que je sois à 60-70. Tu vois.
Pourquoi? Parce que après, t'as l'été, il y a personne qui bosse. Ensuite, t'as septembre, octobre, novembre, et ensuite t'as décembre, il y a personne qui bosse. Je schématise un peu, tu vois. Mais quand tu commences à connaître ton année, tu sais que ton objectif, il est pas du tout linéaire et que, tu vois, faut que t'aies quand même un peu anticipé les Hmm. choses. Dans la réalité, quand t'arrives en juin, t'arrives le 30 juin, il reste 3 mois de taf. Pas la moitié de l'année. Après, attention, parce que toi, t'es dans l'immobilier, donc c'est peut-être beaucoup plus saisonnier. Là où dans le digital, peut-être que c'est C'est vrai, t'as raison. un peu Moi, différent. je dois avoir le concours d'une institution pour pouvoir faire mon chiffre, tu vois. Oui. Soit d'un fonds d'investissement, soit d'un promoteur. Là, depuis 2 semaines, euh, je m'arrache les cheveux pour avoir des... Dans la réalité, non. Je bosse toujours autant. C'est juste que pour obtenir 1 euro de chiffre d'affaires, j'ai 2 fois plus d'efforts à faire. Et ça, donc je le sais. Mais maintenant que je le sais et que j'ai pris plusieurs fois ce recul, je le sais depuis le début de l'année. Tu vois. Donc, je sais qu'il va falloir que je tabasse sur les 6 premiers mois parce que ça me permettra de faire ce que j'ai à faire sur le deuxième semestre, en gros. Ok. Et une fois que j'ai ça, donc j'ai mon mensuel, en gros, bah, les objectifs mensuels classiques. Et après, chaque semaine, j'ai ça. Je peux le montrer, hein. Je suis venu avec. Hop. Parce qu'il y a des choses. Bon, je pense pas qu'il y ait des trucs vraiment craigneux dedans. Où en fait, j'ai chaque jour mes petites tâches à l'intérieur. En haut, les grandes tâches générales qui structurent ma semaine. Tu vois, les grands objectifs de la semaine. Ces grands objectifs, ils se découpent en tâches journalières. Et ces tâches journalières, bah, je dois juste les péter. Si elles sont encadrées en verte, c'est qu'elles sont vraiment très importantes. Si elles sont pas encadrées en verte, c'est qu'elles sont vaguement secondaires ou si je les gère pas ce jour-là, c'est pas dramatique. Et donc, une page est égale à une semaine. Une page est égale à une semaine avec en haut le numéro de la semaine. Peut-être que tu le vois là. En haut, t'as le numéro de ma semaine, semaine 50, semaine 51, semaine tu vois, 1, 2, 3, machin. Euh, avec bah, tout ce que j'ai à gérer. Quoi. Ok. Et t'as combien de tâches en moyenne par jour? Ça dépend. Ce que j'ai enfin là pour le coup c'est très pragmatique, c'est ce que j'ai à faire. Ok. Tu te dis pas, ok, maximum 5 tâches par jour. Non, parce que sinon je passerai pas, parce que tu vois, là, le plus petit jour, tu vois, le plus petit jour j'avais 6 tâches. Et les plus gros jours, les lundis en règle générale, tu vois, j'ai genre 30 tâches. Ah oui, et ça tient sur sur un quart de page du coup? Bon après j'écris petit, bah tu vois, quel veut ça quoi. Ok, ouais. Ah oui, ok, ok. Tu vois, j'écris petit, voilà, j'ai la tâche, ça m'y fait penser, et voilà. Et du coup, c'est un carnet que tu gardes tous les ans. On est d'accord que c'est le même carnet tous les ans que tu achètes? Ou alors est-ce que tu achètes plusieurs carnets par an? Enfin, c'est des questions débiles ce que je te demande, mais c'est vraiment d'un Alors, point de vue organisationnel. non, 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 mais c'est une très bonne question Bon, parce que en fait, entre les semaines, par contre, j'ai mes pages de prise de notes, tu vois. ok. Qu'est-ce que Ah je peux oui. te montrer? Bon. Non, mais tu vois, parce que là, après, il y a des noms et tout, donc. Voilà, ça, j'ai travaillé ça. Virer, virer Tu vois. Romain. Virer Romain. Bien, c'est ça, exactement. Non, mais tu vois, après, c'est des trucs très simples où bah, j'ai mes réflexions. Ok, comment je fais ça, tu vois, qu'est-ce qui est indispensable à nos clients? Bah, là, c'était une réflexion, tu vois, pour moi, qu'est-ce qui est indispensable à nos clients et comment on pousse dessus, tu vois. Là, c'était pour commencer à préparer, tu vois, un peu 2026. Quelle est notre motte? Comment, bref, comment on peut scaler plus sur telle ou telle partie. Puis après, j'ai mon taf. Donc, en fait, un carnet, il me fait 6 mois. Donc, j'ai deux carnets par an. Ok, ok, ok. Ok, ok. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un carnet de to-do, c'est un carnet de brouillon aussi. C'est un carnet de brouillon où chaque semaine, la première page de la semaine, en fait, c'est ce que je t'ai montré juste avant. Ok. Et Et ensuite, ensuite, chaque page c'est du brouillon pendant 7 jours, et puis après la huitième page c'est. Ok, ok, capiche. exactement. Capiche. C'est intéressant. Voilà. Ok. Et ça, Et du coup, tu le relis tous les mois, et tous les mois après tu fais un. Parce que ça va prendre du temps. J'imagine que tu dois prendre une journée entière pour tout relire, et ensuite faire un point sur ton Notion sur ce qui s'est passé dans le mois. ça me prend, c'est pas une journée entière, non, ça me prend 2, 3 heures. Ok. Dimanche, c'est, c'est toujours la même chose. Dernier dimanche du mois. Enfin, vous pouvez, hein, tu vois, suivant quand est-ce que le 1 est tombé, ou premier dimanche du mois, tu vois, mais je me prends 3 heures, en gros. 2, 3 heures, ça dépend des mois, ça dépend de tout ça. Et voilà. Et ça me prend 1 heure de préparation de semaine
du coup, de faire ce que je viens de te dire, 1 heure toutes les semaines, le dimanche soir, pareil. Ok. Et donc, la préparation de semaine, on est d'accord que c'est juste sur le carnet, tu l'as dit. Oui. Et ensuite, au niveau du mois, qu'est-ce que tu notes dans Notion? Alors, déjà, je regardais ce que j'ai coché. Donc, c'est des listes à cocher là. Oui. Est-ce que j'ai coché bien mes trucs? Est-ce que j'avais raison de me mettre. Là, moi, je fais une prise de recul, tu vois. Est-ce que j'avais raison de mettre cet objectif ou est-ce que, en fait, tu vois, c'est de la merde? Ok. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, mais franchement, je vais être honnête, hein. Je pense qu'il y a la moitié de mes objectifs où je me suis dit en début de mois que c'était un super truc et en fait, soit c'était nul carrément, ce qui arrive quand même pas trop souvent ou de moins en moins, soit en fait ça avait pas d'impact. Juste c'était, tu vois, fade. Hmm. Je l'aurais fait ou je l'aurais pas fait, c'était la même chose. Et moi, ma théorie maintenant, c'est tout ce que si je l'avais fait ou je l'avais pas fait, là je te parle dans le pro, hein, c'était la même Oui. chose, c'est qu'il fallait pas le faire. Voilà. Euh, à partir de là, et donc je fais la même chose par contre dans le perso. Alors ça c'était plus, j'ai mis un peu plus de temps, je crois que j'ai mis 1 année de plus à le faire, mais je me suis mis à le faire dans le perso en me disant, sinon, si tu fais pas ça, enfin en tout cas moi j'ai trouvé, tu finis par te brain rot devant des reels Instagram 14 heures par jour, tu vois. C'est-à-dire? T'abrutir, je sais pas comment, tu Non, sais. je sais, mais comment ça, si tu le fais pas dans le Ben perso, tu peux faire ça? avant, je sais pas, avant, tu vois, je sais pas, t'arrives en week-end, je me disais, ok, j'ai envie de faire quoi ce week-end, et puis tu glandouilles un peu, tu vois, t'es pas, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais tu te fixes pas forcément d'objectif. Maintenant, ou alors, par exemple, un cas très concret, j'ai une liste de films à regarder, de bons films où je sais pertinemment que c'est des bons films, et je ne sors pas de cette liste. Je regarde pas la énième merde Netflix, qui a aucun sens et qui a été écrit par, tu vois, par un mec incompétent. Je vais me faire taper dessus, je sais. Non Mais mais tu vois, Alex, balance des noms maintenant. Tu parles de quel film? il y a un film, je sais toujours, je retrouverai les noms, mais j'ai regardé 2 films 2 jours d'affilée. Et je me suis rendu compte que c'était 2 productions, une Netflix, une Prime, et en fait c'était le même film avec juste des acteurs différents. Mais c'était Ok. le même scénar, à Ok. moitié éclaté. Bref, anyway. Euh, pareil pour les livres. J'ai une liste de livres, je lis. Alors, elle bouge, hein, je peux en enlever, je peux en rajouter, mais j'ai une liste, tu vois, j'ai des listes pour tout. J'ai une liste, une bucket list où ça, c'est les expériences que je veux faire. Et donc, je me dis pas, ah tiens, vas-y, cette année, on part peut-être en vacances à tel endroit ou je sais pas quoi. Tu vois, j'ai une liste en me disant, ok, j'ai vraiment envie de faire ça. Et tout ce qui est dans cette liste, que ce soit donc des films, des livres, des machins, des expériences, des challenges sportifs, quoi, c'est des trucs que j'ai vraiment envie de faire et j'ai réfléchi en me disant, ok, je veux faire ça. Et donc, si je veux faire ça, ça rentre dans mes objectifs de l'année et ainsi de suite. Et dans Notion, du coup, t'as un onglet pro et un onglet perso, c'est ça, au niveau des objectifs, ou alors t'as un onglet objectif et tu mélanges les deux? Ouais, j'ai un onglet objectif et je mélange les deux. Et après, toutes les listes que je te donne qui servent à alimenter ces objectifs, Oui. elles, par contre, elles sont à part. Ok. Il y en a une Ok. pour les livres, une pour les films, une pour les expériences, une pour les voyages. Enfin bon, bref, je te passe les détails, mais une pour chaque chose. Voilà. Ok. Ok. Donc là, on était à ton orga mensuel. Ce que tu fais, c'est que tu fais un point sur le mois qui vient de se passer. Est-ce que c'était des bons objectifs? Est-ce que c'était des objectifs qui étaient pas pertinents? Et après, bon, qu'est-ce que je veux faire du coup le mois prochain? Pro, perso, voilà mes objectifs, voilà ce que je veux faire. Et après, je note aussi tout ce qui était de l'impondérable. C'est-à-dire? Genre, j'ai été appelé, par exemple, je dis n'importe quoi, dans mes objectifs, j'avais ça, 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 sauf que j'ai été appelé 150 fois par un client qui a besoin d'un truc en urgence, et ça m'a fait perdre tant de temps. Et ça, je traque ce qui me coûte de l'énergie et ce qui est pas efficace. C'est intéressant ça. Ouais, ça, moi, là-dessus, je suis devenu un fou furieux parce que, surtout, alors, c'est très spécifique à mon industrie et à la manière dont nous, on gère les choses, mais c'est moins, ça peut moins t'arriver normalement si t'es dans du pur digital, enfin j'en sais rien, tu me diras parce que après on va passer à toi, mais du pur digital, je pense que ça doit moins t'arriver. Mais moi j'ai beaucoup de sollicitations, tu vois. On m'appelle et on me demande des trucs. Voire on m'appelle et tu vois euh, pour discuter simplement. Et donc ça, je commence à devenir un fou de Discuter. si j'investis mon temps, je veux que ce soit pour la bonne cause.
Et tout ce que je peux systémiser et productiser et déléguer dans une moindre mesure, je le fais, tu vois. Ok. Et là-dessus, je deviens presque brutal, tu vois. Et alors ça, pour le coup, c'est plus récent. Et donc, je tiens un compte de tout ce qui me coûte de l'énergie, tout ce qui me coûte du temps. Est-ce que ça me rapporte en face quelque chose qui vaut cette énergie et ce temps-là? Et donc, du coup, tu as une petite rubrique impondérable et là, tu listes avec des bullet points. Il y a Ouais. ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu traques aussi le temps que tu as passé sur ces différentes tâches ou non? Pas spécialement. Ouais, ouais. Alors, pas à la minute, tu vois, je lance pas un chrono. Mais oui, je sais le temps que j'y ai passé. Et alors là, je viens de changer de carnet, donc j'en ai pas une liste d'impondérables. Mais sur mon ancien carnet qui a été fait la semaine dernière, euh, j'ai une liste. Et donc, en effet, j'ai X m'a appelé pour telle raison insolvable par mois, ou alors solvable mais par les équipes. Ça m'a pris tant de temps, ça a rapporté tant. Le risque que je prends si je le fais pas, c'est tant, on va dire. Ou tu vois, ou pas de repeat du client, ou tu vois, enfin bref, j'essaye d'évaluer le truc et je me dis est-ce que je le garde ou est-ce que je le sors. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, j'ai réussi à sortir la moitié de ce qui me posait problème. Je pense qu'il y a encore 25% qui sont gagnables et je pense que tu as toujours un 25% d'impondérable parce que la vie fait que tu as de l'impondérable. Et ça, du coup, tous les mois, tu fais une liste de tous les impondérables de tous les jours que tu as noté, enfin, de tous les impondérables que tu as notés sur ton carnet quotidien. Ok. Ouais, je le fais semaine par semaine, je le fais pas tous les jours, tu vois. Chaque semaine, je me dis, ok, là j'ai eu 7 heures de call pour un truc insolvable, j'ai eu la compta, tu délègues, c'est très bien, et donc tu gagnes vachement de temps. Sauf que tu as toujours des trucs legacy, des trucs de l'année d'avant, des trucs de, ah oui, mais attendez, quand on a délégué, enfin tu vois. Donc, bon, tu peux jamais arriver à 100% de je fais enfin le passive income total tu vois enfin moi j'y crois Surtout dans la très moyennement, startup. surtout pas dans les startups et surtout pas spécifiquement dans ce que nous on fait, mais voilà. Donc c'est une méthode, donc le playbook, je sais pas s'il est clair pour tout le monde, mais voilà, moi c'est une méthode qui me permet chaque année, et donc chaque année c'est le point aussi important, c'est de réussir à faire le point sur les grands thèmes, là de prendre beaucoup plus de recul, de voir ce qu'on a bien fait, mal fait, parce qu'en fait tu te rends compte que sur un an, à la fois ça passe vite, oui, mais t'as quand même le temps de faire des choses, t'as quand même le temps de faire plein, enfin je veux dire, en un an, ta vie elle peut changer, tu vois, vraiment, enfin je veux dire, notamment quand c'est moins vrai quand ta boîte elle commence à avoir une certaine taille, où là tu as de l'accélération et tout ça, mais voilà. Mais quand tu démarres, euh, la première année de ta startup ou les 2 premières années, tu vois, en un an tu bâtis beaucoup quand même. Enfin, tu vois, quand tu pars de rien, tout est transformé à la fin de l'année. Alors ça veut pas dire qu'en un an tu vas réussir, mais ça veut dire que globalement ta première ou tes 2 premières années vont être assez décisives. Ça, on a pu le voir dans le média, hein. En soi, si on fait la rétrospective de l'année, on a décidé de se focus réellement sur le média mi ou fin janvier 2025. Ouais. Puisque avant ça, c'était le mastermind et on s'est dit, ok, let's go. Sauf qu'à l'époque, on avait 3000 lecteurs. Et en fait, on a vivoté jusqu'en quasiment juillet 2025 en disant, mais en fait, quel est le business model, comment est-ce qu'on croit, etc. etc. Euh, jusqu'au moment où Arnaud il nous a filé un petit coup de main. Et là, voilà, en termes de revenus, c'était le jour et la nuit, en l'espace de, littéralement, en l'espace de 3 mois. Euh, donc on pourrait y revenir si tu veux, mais si on avait pris certaines décisions, enfin c'est moi qui en prends la responsabilité d'ailleurs, si j'avais pris certaines décisions plus tôt, euh, enfin, là, tout à l'heure au début de l'épisode, tu disais que finalement en juin, c'était 80% de l'année qui était finie. Nous finalement on s'est réveillé quasiment en juin. Non mais Donc, c'est pour ça. Vraiment à garder avec des pincettes. Ce que j'ai dit avant concerne mon industrie et concerne non, les non, mais industries un peu lourdes, hein. au, Mais oui. au sens, non, non, mais j'allais plus de ton sens. Au Ok. sens où, si on prenait les bonnes décisions, je pense qu'on aurait pu faire le double des résultats qu'on a aujourd'hui.
Mais Qui sont des résultats qui sont très intéressants quand même, non, mais mais qui sont bon, d'accord. des super résultats, je pense, quand même. Tu vois, il faut le dire. Enfin, Ouais. des bons résultats. Et, et c'est là où, en fait, pourquoi cette prise de recul et cette, en gros, apprentissage sur toi-même et cette planification, tu vois, est hyper importante. Au-delà du fait que déjà, je pense que une personne qui fait ça va être plus heureuse et plus contente parce que tu deviens intentionnel par rapport à ta vie, tu vois. Tu arrêtes de subir la vie et tu te dis, ok, je fais quoi de la vie? Ça veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ça veut dire qu'au moins, tu vois, ton intention crée ce que tu as à créer. Pas en mode, tu vois, loi de l'attraction, je sais pas quel truc, mais, tu vois, mais en mode juste, je prends mes responsabilités et j'avance et donc je décide que j'ai un plan et ce plan, je le suis. Il peut bouger, il peut être compliqué à appliquer, mais je maîtrise une partie de ma destinée, on va dire. Pourquoi c'est hyper important de faire ça? Parce que des fois, et on l'a vu en focusant sur le média, et moi je l'ai vu il y a quelques années en changeant de modèle, en passant d'un modèle full SaaS, enfin full SaaS à la consommation, donc bon, je sais pas comment il faut appeler ça, mais en tout cas full vente de data à un modèle data plus flux de déploiement d'argent. Des fois, une décision, un changement, ben, change la trajectoire de ta boîte et donc de ta vie complet. Et en fait, c'est qu'il y a un jeu qui est, je crois que c'est Jeff Bezos qui a écrit un article là-dessus, je sais pas quoi, mais la trajectoire de ta vie, elle est complètement asymétrique sur ce genre de truc. Des fois, c'est une décision bien exécutée. Alors oui, c'est difficile, il faut bien l'exécuter, machin, mais c'est un truc qui change tout, alors que tu as tenté 25 trucs qui n'ont pas marché. Et c'est tellement asymétrique. C'est tellement asymétrique. Je te donne un exemple, mais si on avait continué à juste vendre de la data, on aurait pu dire, bah aujourd'hui peut-être on ferait 3 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, j'en sais rien. Même si on avait été très bon, ce qui est pas sûr du tout, en galérant et en ayant 20% de marge à tout péter. Cette année, on a signé pour 100 millions de deals. Ça aurait été impossible. Ça aurait dire qu'il aurait fallu qu'on signe toutes les villes d'Europe à leur vendre de la data en direct. Ce qui est quasi impossible. Sur les 100 millions de deals, c'est quoi? On garde 4%, 5%, 10% pour vous? Non, 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 non. Non, 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 non. Pour que les auditeurs comprennent bien. Ouais, pour que les auditeurs comprennent bien le modèle, là, cette année, ce que je t'annonce là, tu sais, comme d'habitude, ça se C'est ce que tu répand. fais depuis quelques années. Ça se répand sur 3 à 4 ans. Mais là, c'est du revenu pour nous qu'on a signé. Là, le chiffre que je te donne, c'est de la signature pour nous. Ce qui était, alors, pour être très clair avec les auditeurs quand même, pour qu'ils comprennent et qu'on soit complètement transparent. Et un jour, on fera un épisode dessus où, tu vois, où on ouvrira les books, quoi, enfin les carnets, enfin les comptes, Bah je sais pas. bientôt, bientôt. J'apprends. T'es t'es en process, il y a un process qui est en cours. Si jamais tu vas jusqu'au bout de ce process, ce serait intéressant de faire un épisode dédié sur à quel Exactement. point Alexandre va devenir la première fortune de France Non, d'ici quelques années. ça non, on va pas le dire comme ça, mais oui. Non, mais en toute transparence, pour que les gens comprennent, la majorité de ce que l'on fait tient quand même de nos activités, comme tu le sais, à l'île Maurice. Parce que les volumes sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importants. Voilà. On a des activités au Portugal, en Espagne et au Maroc sur le même modèle qui sont moins importants et la France représente aujourd'hui peut-être une quinzaine, vingtaine de pourcents. J'ai pas les chiffres exacts d'atterrissage. Et tout ça s'étale toujours sur 4 ans. Donc l'argent qu'on gagne aujourd'hui en cash, c'est de l'argent qui a été généré en 23 et en 24. Tu vois? Et on a toujours un très très gros décalage. Donc les Bien chiffres sûr, mais là, on de manière profite très. aujourd'hui des chiffres qu'on a annoncés il y a 2 ans. Donc ça, il y a quand même une réalité. Il faut pas penser qu'on se retrouve avec 100 millions sur les comptes ou ce genre de truc. Ça, non, c'est pas ça. Là-dessus,
il te reste des taux de marge qui sont confortables. Il faudrait voir exactement pareil. À la fin de l'année, on va clôturer comme tout le monde au 31-12 et donc on aura nos bilans en mars, en avril, je pense. Faut voir exactement ce qui reste, mais globalement, ça te fait des marges qui vont osciller entre 35 et alors j'allais dire 45, mais on n'aura pas 45. Entre 30 et 40. Allez, on va faire un truc très large entre 30 et 40. Sur du long terme, attention, encore une fois. Mais ça, c'était impossible si on n'avait pas pris cette décision à l'époque. Mais ça reste énorme. Enfin, je veux dire, oui, certes, l'Italie. Ça reste énorme parce mais qu'à un moment, on a décidé, parce qu'à un moment, on a pris du recul, et moi, je me suis dit, c'est quoi mon objectif de vie, si tu veux. Donc ça, c'était la première année, 2021-2022. Hein, Objectif, être milliardaire. Donc, on va changer. On va changer la boîte. Exact. Enfin, alors, ça s'est pas fait comme ça, mais objectif, c'était d'avoir une certaine valo, si tu veux, de boîte. Cette certaine valo de boîte, j'ai pris mon carnet et je me suis dit, ok, si on continue le truc, il faut quoi? Tu vois, comme chiffre, comme acquisition, comme truc. Et je me suis rendu compte que c'était factuellement impossible. C'est-à-dire que j'aurais beau faire tous les efforts que je... Et ça, c'est hyper dur. C'est un jour, il faut... Enfin, tu te réveilles et tu te dis ce que j'ai construit. Et donc, je suis super fier. J'ai fait une thèse sur le sujet, tu vois. Donc, le produit de base, je l'aime parce que je pense qu'il a du sens intellectuellement, il a du sens dans la construction du pays, il a du sens sur plein de trucs. Enfin, encore une fois, j'ai écrit une thèse qui est publique dessus. Si quelqu'un veut s'embêter à lire 350 pages de thèse, on pourra la mettre en lien si vous voulez. Elle est publique. Donc, le produit, je l'aime, il n'y a pas de sujet, tu vois. Pour autant, un jour, j'ai dû me lever avec la considération en me disant, si on continue là-dessus, c'est une boîte qui peut marcher, c'est une boîte qui m'a payé, qui a payé une équipe toutes ces années-là, c'est pas un sujet, mais il faut qu'on ajoute quelque chose si on veut atteindre l'objectif qu'on veut. Parce qu'avec ce qu'on a actuellement, si on fait pour le coup là juste du focus et qu'on tabasse, on n'y arrivera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas possible. Et un jour, tu te lèves, tu te dis, ça fait 4 ans que je bosse sur un truc. Si je continue comme ça, ce sera pas possible. Enfin, ce que je veux comme objectif ne marchera pas. Et là, tu as une dissonance cognitive entre le toi du futur qui veut un truc et qui est sûr de le vouloir, et le toi du présent qui a inventé un truc qui marche en plus, tu vois. Le pire, c'est quand le plus facile, c'est quand ça marche pas. Ça marche pas, tu vois, tu te payes pas, bon bah fuck, ça marche pas. Mais quand ça marchouille, tu vois, ça fonctionne à peu près. Là, c'est le plus dur, c'est de dire vas-y, j'arrête ce qui fonctionne à peu près, où je suis quand même sûr d'être payé à la fin de chaque mois, machin, nanana, et on va transformer le produit de manière à adresser un autre marché beaucoup plus gros. Et je suis pas sûr que ce marché il morde. Tu peux te planter. J'aurais très bien pu prendre une bastos et dire ah ben non mais en fait ça marche pas du tout comme ça parce que l'autre marché tu le connais mais tant que t'as pas mis les mains dedans tu sais pas, tu vois. Mais là, tu vois, c'est un modèle mental que je trouve très puissant. C'est juste de se poser, de se dire, ok, mon activité actuelle, si jamais ce truc devait faire non pas 2, 3, 4, 5 millions par an, mais 5 milliards par an, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Et le simple fait de te poser la question, bah, ça t'ouvre des mondes. Non seulement ça t'ouvre des réalités, en l'occurrence c'est ce que tu as vu, c'est-à-dire bah, j'y arriverai pas, avec ce modèle c'est impossible, il faut que je trouve autre chose. Et en plus ça te permet d'ouvrir un peu les portes de la créativité en te disant, ok, si jamais demain je fais réellement 5 milliards, à quoi est-ce que je ressemble? À quoi est-ce que ma boîte ressemble réellement pour y arriver? Et ça t'ouvre des portes. Et je trouve c'est très concret comme framework. Et je vais te dire plus que ça. C'est parce que j'ai jamais arrêté de le faire. Alors, pareil dans le petit carnet ci-dessous. Récemment, je suis passé à l'étape d'après en me disant, ok, là je vois comment on peut faire des très gros chiffres, tu vois. Mais si je veux, alors, les gens ont peut-être pensé qu'on a pété un plomb après toutes ces années de NBS, mais si je veux vraiment jouer dans la vraie cour des grands, qu'est-ce que ça demande? C'est quoi la vraie cour des grands? On parle de 10 milliards, 100 milliards, plus? 1 trillion et après. Genre la cour des vraiment grands. Est-ce que c'est possible d'amener... La cour des empereurs. La question c'était, est-ce que c'est possible d'amener une boîte real estate dans la catégorie des hyperscalers? Tu vois, est-ce qu'il y a un monde dans lequel c'est possible de le faire? Donc là, j'ai repris mon carnet. J'ai posé une demi-journée, comme si j'étais en vacances. Et je me suis dit, ok,
pas de barrière mentale, on s'en fout de ce qu'on fait, on s'en fout des résultats qu'on a, on s'en fout des pays. Et qu'est-ce que, si je suis ultra franc avec moi-même, mais c'est très compliqué parce que ça veut dire avoir un schéma mental où je me dis potentiellement tout ce que tu fais là, c'est alors que t'en es, j'en suis très fier parce que on a une croissance de dingue et on a fait des trucs incroyables et on bosse en plus sur des dossiers qui sont hyper plaisants parce que tu vois là quand on finance des trucs dans le centre, tu vois il y a tu vois quand on passe donc centre de Bordeaux, on passe devant un immeuble, j'adore dire à ma femme ou à mon frère bah tiens on a fait ça, tu vois. Tu vois, ça c'est nous. Alors c'est nous, pas nous qui l'avons construit, tu as bien compris, mais c'est nous qui l'avons imaginé, financé, poussé au bout, tu vois. Ça, tu vois. Et tu peux dire, tu peux tapoter sur le mur et dire ça c'est moi, tu vois. Ça c'est satisfaisant. Ceci dit, donc t'es hyper fier, mais tu t'es obligé de te dire dans ce schéma mental, en fait, si t'essayes de jouer à cette autre échelle, il y a plein de trucs de ce que tu fais aujourd'hui qui sont soit qui seront infaisables à l'échelle supérieure, soit ou quasiment c'est de la merde en fait. C'est dur de se dire ce que je fais, en vrai à ce niveau-là, c'est un peu de la merde. Tu vois, alors que t'as bossé pour faire cette merde entre guillemets. Et donc, la question c'est comment, c'est pas de tout péter parce que là on a une base méga solide, mais c'est comment cette base elle peut évoluer en un modèle encore plus puissant et encore plus scalable et encore plus rentable au sens amélioration de la marge. Et donc pour 2026, j'ai tout un plan. Bon, il y a cette process sur lequel on croise les doigts. Il y a ce process qui évidemment aide ou pas voilà. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je dois mettre en place pour me diriger vers ça? Qu'est-ce que ça, tu vois, qu'est-ce que ça implique? Comment on passe de on signe 100 millions à on continue à faire du x10, tu vois? Et ben ça demande encore des schémas et des gymnastiques différentes, tu vois. Sauf que comme nous, on est dans une industrie où personne n'a réussi à le faire en mode vraiment scalable, et aujourd'hui, tous ceux qui sont des monstres de l'immobilier l'ont pas fait en mode scalabilité, l'ont fait en mode très long-termiste, et ce qui est une super chose, mais c'est juste pas trop un modèle startup, et deux, un flux de capital monstrueux, avec des rentabilités un peu attaquées quand même. Je te prends Nexity par exemple, parce que c'est public, donc voilà. Nexity, c'est une boîte qui fait 5 milliards de CA, qui au plus haut devait valoir, je sais pas, 7 ou 8 milliards. Donc on n'est pas encore à ce que j'ai dit avant, mais on est quand même beaucoup plus gros que nous et ils se dirigent, ils ont quand même un statut qui est voilà, assez monstrueux, mais avec des marges qui ont été largement attaquées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se font un peu défoncer en bourse et ils valent aujourd'hui plus que 500 millions parce que, quand bien même, ils font toujours 3 milliards et quelques de CA. Pourquoi? Parce que les marges... Ouais, ce qui est surprenant. Ce qui est surprenant pour toute personne qui vient d'un monde où tu joues sur des multiples. Ouais. Et donc, si tu veux, moi, je me pose ces questions. Je me les pose plus souvent que tous les ans, hein, évidemment. Mais là, j'ai un plan, tu vois, où je me repose les questions, tu vois, où je me questionne moi-même en me disant, si il faut faire ça, qu'est-ce qui bloque chez moi? Où sont les goulots d'étranglement chez moi? Qu'est-ce que je peux piquer des stratégies des autres et éventuellement appliquer chez nous? Mais pourquoi est-ce que ces réflexions-là, tu les fais pas dans ton Notion? Puisque c'est des réflexions qui sont essentielles, et c'est quand même bien de garder une trace de ça. Ah oui, après je garde des traces, c'est juste que moi j'aime bien écrire pour le moment de réflexion profonde, j'aime bien ne pas avoir d'ordi. Ok. J'aime bien être sur du papier. Mais après, en règle générale, je prends des photos, je prends des trucs, je m'organise. Ok. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser quelques questions et, et tu vas y répondre. Le but, c'est vraiment un peu comme dit en introduction, c'est-à-dire avoir 7 questions à se poser pour faire une rétrospective honnête de l'année 2025 pour savoir ce sur quoi il faut travailler sur l'année 2026. Ok? Ok. Et après, surtout, je veux entendre toi, ton process à toi. Hein. Ok, si tu veux. Bah, moi, il est assez. Je me cherche encore sur le process. Mais en fait, c'est justement une des leçons que. C'est que toute cette histoire de process, cette histoire de planifier, cette histoire de. euh,
mettre les objectifs sur 10 ans, annuels, mensuels, 90 jours, 90 jours mensuels, hebdomadaires, en fait, je trouve ça hyper cool, sauf lorsque t'es pas bien organisé. Et lorsque tu commences à avoir plusieurs plateformes où en fait tu passes d'un Google Note à un Notion et puis après, en fait ça devient vite leur faire. Plus si finalement tu es dans une activité où les plans changent toutes les 4 matins, ou en fait les business models changent tous les 4 matins et tout devient tellement fragile que tout devient extrêmement rapidement le chaos. Et tu as tendance à totalement détruire le plan initial et tu t'y perds. Et moi, je pense que j'ai un cerveau qui a besoin de structure. J'ai besoin de focus. J'ai besoin de me dire, ok, tout est réuni à un seul endroit, ça ne bouge plus. C'est là où j'ai trouvé les choses. Et je pense que jusqu'à présent, c'est ce qui m'a vachement porté défaut. Plus le fait que je me mettais aussi pas mal d'objectifs perso, enfin pas mal, quelques-uns. Et je me rendais compte qu'à la fin de l'année, je faisais mes objectifs pro, mais je faisais pas vraiment mes objectifs perso, quoi. J'avançais pas énormément sur tout ça. D'où toutes les questions finalement très basique que je t'ai posé, parce que ça m'intéresse vachement d'un point de vue organisationnel. Comment est-ce que tu t'organises entre le papier, entre Notion et surtout les différentes étapes. Et je pense que, alors pour être très honnête, moi d'un point de vue organisationnel, c'est un peu comme toi maintenant, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire tout sur l'Apple Notes. Pourquoi? Parce que voilà, je suis à l'aise dessus, je trouve ça simple, ça part pas à tous les sens. Notion, je trouve que c'est rapidement une usine à gaz. Donc voilà, pour l'instant, j'ai jeté mon dévolu sur ça. Et puis après, je structure en catégories. Et à l'intérieur de ces catégories, tu as tes différentes notes. Et donc, tu as la catégorie apprentissage, où là, ça va être toutes les petites idées, les pensées intéressantes que je peux trouver. Ça va être des articles intéressants que j'ai lus que je vais venir résumer. Ça va être apprentissage aussi sur le management, le recrutement. C'est des apprentissages sur le copywriting, sur les ads, etc., etc. Donc, tout ça, je catégorise. Après, tu vas avoir une rubrique perso. Et donc là, je vais mettre mes objectifs de sport, mes résultats au sport aussi, que ce soit dans la musculation, dans le Muay Thai, que ce soit aussi dans, enfin, lors de ma récupération, par exemple, lorsque je fais du bain froid, lorsque je fais du sauna. Bref, c'est là où je traque absolument tout. Et puis après, tu vas avoir des catégories en fonction de l'activité, en l'occurrence le média. Et à l'intérieur de ce média, enfin à l'intérieur de la catégorie du média, bah là tu vas avoir les sous-catégories. Ok, gestion du produit interne Next ads, gestion de l'équipe, etc., etc. Donc je sous. C'est un peu comme ça que j'organise mon Apple Note. Et puis après, ce que je fais, c'est que j'ai énormément, en fait, je réfléchis. Enfin, c'est un peu pas forcément prétentieux de ça, mais je réfléchis énormément, voire même trop, et du coup j'ai toujours besoin de noter, 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 et du coup le danger c'est que c'est vite le bordel. C'est vite le bordel dans mes notes, puisque si j'ai pas de catégorie dédiée au brouillon, j'ai appelé ça brouillon maintenant, et bien en fait j'écris, je rature, mais partout, donc ça devient vite le chaos, et j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. Donc maintenant j'ai créé une catégorie brouillon, et une catégorie journal. Donc la catégorie brouillon, c'est simple, c'est vraiment lorsque j'ai besoin de partager une idée, quelque chose. Lorsque c'est désordonné, c'est au brouillon. Et lorsque j'ai besoin de structurer mes journées et de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai réalisé, quels ont été mes échecs, etc. Mes objectifs, est-ce que j'ai réussi mes objectifs de la journée ou pas. Là, c'est dans la catégorie diary, en l'occurrence la catégorie journal. Et puis après, au-dessus de la catégorie journal, tu as la catégorie vision. Et sur cette vision-là, bon bah c'est le fameux plan à 10 ans et c'est le fameux objectif aussi annuel. J'ai pas encore de catégorie. En fait, j'ai une to-do et dans ma to-do, j'ai les objectifs mensuels et ensuite j'ai les objectifs quotidiens. Mais je trouve que c'est pas assez bien organisé. Et puis un peu comme toi, finalement, j'ai un carnet comme ça là que je remplis tous les jours avec les objectifs quotidiens. Mais je trouve que ton système me plaît davantage, c'est-à-dire vraiment un carnet par an, ou alors en l'occurrence, toi, tu as deux carnets par an, et surtout avoir le système où en fait c'est une page par semaine, là où moi, en fait, je me rends compte que certaines fois. T'as un petit carnet d'époque. Ah Et décidément, t'es loyal, hein. T'es loyal. En l'occurrence, pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, Alex nous a montré un carnet de l'école de commerce dans lequel on était tous les deux. Quand je suis parti de Euh, l'école, il m'avait filé un carton. Il m'en reste oui. encore, je dois en avoir genre 150, tu vois. J'en ai pour les 10 prochaines années. Mais non, incroyable, génial. Bah moi c'est un peu la même chose, sauf que voilà, mes objectifs quotidiens, enfin,
des fois, tu peux avoir 30 tâches, quoi. C'est débile. C'est totalement débile. Du coup, impossible que ça tienne sur une semaine sur une page. Donc, voilà, tout ce que tu m'as dit, moi, m'a beaucoup inspiré. Et ce que j'aime bien, c'est le côté très simple, en fait. C'est la vision, objectif long terme et les récaps, c'est sur du virtuel. C'est cool parce que, à tous les cas, tu as besoin de retrouver ça assez rapidement. Et puis après, tout ce qui est quotidien, c'est papier. Parce que il y a quelque chose d'assez agréable aussi, papier, crayon. On raille, pardon, on tire un trait lorsque c'est réalisé, donc c'est top. Mais oui, en fait, peut-être le plus gros défaut que j'avais, c'était planifier des objectifs qui étaient irréalisables pour l'année, tant perso que pro. Et je pense que dans les objectifs professionnels irréalisables, c'était que j'avais juste pas réellement conscience de l'état actuel où je me trouvais, euh, enfin de l'état de la boîte en question. Et surtout que tout allait changer. Enfin, je veux dire, j'ai planifié des objectifs en décembre 2024. Un mois après, on décidait de pivoter et focus média. Donc tu vois, tout était caduque un mois après. Et donc limite, il fallait tout refaire. Donc voilà, Mais là, on commence à avoir, je trouve, une stabilité, une vision. Et donc je pense que ça va être beaucoup plus fiable ce que je vais écrire. Voilà pour moi. Et donc, du coup, tes questions, t'avais Ok, alors, ouais. Plusieurs questions. Première question, qu'est-ce que tu as changé cette année dans ta manière de réfléchir? À quel point est-ce que ton logiciel interne a été mis à jour? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as des croyances que tu avais euh, qui en fait n'existent plus aujourd'hui et tu t'es dit, bah putain, je réfléchissais comme un pied il y a un an. En fait, je me suis rendu compte que cette année, la réalité m'a fait penser le contraire. Alors, déjà, ça fait 2 ans que j'essaye de le faire, mais c'est la première année où je le fais vraiment bien. Enfin, vraiment bien. Je le fais beaucoup mieux en tout cas. C'est l'histoire du first principle. Depuis, alors c'est toujours facile à dire. Depuis, tu vois que vraiment on est stable et tout machin, j'arrive à arrêter de faire des choses parce que je pense qu'il faut les faire. C'est-à-dire qu'au début, quand tu montes une boîte, et notamment quand tu es financé et que beaucoup de ce que tu fais tient de la levée de fonds et compagnie, tu réfléchis en essayant toujours de donner, tu vois, une bonne image, alors c'est moins vrai maintenant, mais tu vois, de recruter des gens parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans la boîte, parce que c'est stylé quand tu vas voir des VC ou quand tu l'expliques à tes invests ou peu importe. Tu vois, et des trucs qui, pour le coup, sont pas parfaitement pragmatiques. Des trucs qui sortent du startup playbook de 2014 et qui en fait ont jamais bougé, alors qu'aujourd'hui ils sont, à mon avis, complètement faux. Depuis quelques mois, tout le monde s'en rend compte et donc on est en train de, je trouve, de basculer dans une autre ère de manière générale, donc il y a moins ces trucs-là. Mais l'avantage que j'ai eu cette année, que j'ai pu vraiment changer, c'est ce que donc Elon appelle réfléchir premier principe, c'est-à-dire est-ce que c'est pragmatique, est-ce que ça l'est pas, quelle est la vérité fondamentale, et à partir de tout ce qui n'est pas de cette vérité fondamentale, tout ce qui n'est pas corps, je le dégomme. Et ça, on dirait pas, mais c'est Exemple. hyper hardcore quand tu le fais. Tu as tu peux avoir des problèmes en interne. Enfin, moi je le dis, évidemment je tire le truc, mais j'ai eu des problèmes en interne avec des personnes parce que ils me disaient oui, non, mais on a tel logiciel, c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi? Parce que ça me permet ok, mais ça te permet de faire cette tâche. Et cette tâche, elle sert à quoi? Ben, en fait, elle me permet d'être plus à l'aise parce que, ok, t'es plus à l'aise, mais ça coûte combien chaque année? Ok, ça coûte tant. Et ça amène combien réellement? Ben, zéro, mais c'est pas vraiment ça. Si on a toujours fait comme ça, c'est mort, ça dégage. Tu vois. Et après, donc, t'as des gens qui sont pas contents de ça. Et il faut 3, 6 mois pour qu'ils se rendent compte mais en fait, ça servait vraiment à rien. Et tu te rends compte d'un truc. Je pense que dans toutes les boîtes, et ça doit être encore le cas en pourcentage chez nous, hein, mais tu as au moins 20-25% de tout ce qui est fait, de tout ce qui est dépensé en termes d'énergie, de temps, voire d'argent, qui est foncièrement inutile au business.
et que ta Ou même croissance, elle d'humain. tient là-dedans. T'as dit quoi? Ou même d'humain. Non mais ou même malheureusement, C'est-à-dire, ouais. malheureusement, ou même d'humain. Enfin, tu sais, on achète des agences qu'on repimpe pour se faire du sourcing, en fait. Notre stratégie de sourcing et la raison pour laquelle on arrive à sourcer autant de deals et qu'on a les chiffres évoqués avant, c'est parce que on a fait ce genre de truc. Bizarre, pardon. Pareil, tu comprends. Euh, on a fait ce genre de choses et donc ça nous permet de sourcer. Et là-dedans, quand tu reprends une société un peu legacy, et ce qui a été le cas cette année, tu te rends compte du nombre de choses qui ne servent à rien et qui grèvent la rentabilité. Et pour le coup, non seulement on en a repris, mais il y en a plein qu'on a étudié et qu'on n'a pas reprise de société. Et le truc, il est vrai partout. Hein. Et je suis sûr qu'avec un œil extérieur, quelqu'un nous dirait que même chez nous, de manière générale, il reste encore des trucs qui ne servent à rien. C'est à peu près certain. Mais réfléchir premier principe, c'est, enfin, en fait, se faire mal, tu vois, réfléchir, se faire mal, être très honnête avec soi-même, c'est une des choses les plus importantes du, du business. Et ça, c'est le truc que j'ai changé cette année et qui m'a apporté le plus de gains. Ok. Tu vois, l'espèce d'honnêteté Donc, ultra brutale. Et c'est pas toujours facile parce que comme t'es avec toi-même, tu sais pas si t'es réellement brutal, honnête jusqu'au bout. Jusqu'où tu peux te, j'aime pas le terme du coup pour le coup, mais jusqu'où tu peux te déconstruire intellectuellement au sens là de t'auditer toi-même pour te dire là j'ai un raisonnement qui est foireux parce que en fait il m'arrange, parce qu'en fait il valide une de mes visions du monde, mais en fait c'est faux, toi. Ou c'est pas efficace. mm, Quand t'arrives à faire ça, t'as déjà fait un pas énorme à mon avis dans ta vie parce que même si ce que tu fais marche pas dans ta boîte ou quoi, t'auras toujours ce moment de recul qui te permettra d'être utile dans n'importe quelle organisation, tu vois. Alors ça vient avec un problème et donc qui ça, est c'est... Ouais. tu risques d'insupporter des gens. Parce que si tu rentres dans une administration française, n'importe laquelle, et que tu commences à faire ça, comme tu vas trouver beaucoup de choses très inutiles, je pense, et très dysfonctionnelles, tu risques de te mettre des gens à dos, par contre. Mais ton utilité sera validée. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pensais l'inverse? En fait, la question, parce que là, on est plus dans... Ça répond plus à la question qui allait venir après, c'est quels sont tes apprentissages de l'année. Mais là, c'est plus, est-ce qu'il y a une croyance que tu avais hier qui, en fait, s'est révélée totalement fausse? Et tu t'en es rendu compte. Et tu as juste maintenant updaté ton logiciel mental, et maintenant tu réfléchis différemment à la lumière de cette nouvelle croyance. Ah oui, alors ok, j'ai pas parfaitement répondu à la question. En effet, je capte ton point. Euh, j'en ai une. J'en Vas-y. ai une. Non, j'en ai une sur laquelle je suis pas sûr. Tu me reposeras la question quand on fera l'épisode qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, je pourrais te donner, à la fin du process qu'on est en train de vivre, je pourrais te donner la réalité. Je veux pas en parler avant, parce que potentiellement, je suis en train de dire une connerie, et ce serait pas bien si je dis une connerie. Donc, Ok. euh, celle-là, je te la garde, je te la garde pour plus tard. Euh, une croyance, non, après, est-ce que j'ai pété des croyances cette année? C'est possible, mais du coup, je m'en souviens plus parce que c'était, tu vois, si c'était il y a 6 mois, en fait, maintenant je l'ai intégré comme une nouvelle croyance, donc, Hmm. euh, non, je crois pas. Sinon, je peux t'en partager une rapidement. Ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Euh, c'est tout con, mais moi j'ai toujours considéré que le réseautage était quelque chose de très bullshit, de très faux. J'ai toujours considéré que finalement le meilleur réseautage possible c'était de construire des choses et de trouver des partenaires, et c'est comme ça que tu crées du réseau. Et que finalement les rencontres physiques étaient vraiment surcotées. Mais vraiment, c'était la croyance que j'avais à tel point que je déteste et je suis pas très à l'aise toujours dans différents événements physiques. Et en fait, cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer des partenaires en physique, notamment des sponsors de la newsletter lorsque j'étais à Bali. J'ai eu l'occasion d'aller dans leur bureau et de signer un deal dans leur bureau. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était déjà c'était très cool.
très cool de voir un peu l'univers des personnes avec qui on travaille, de parler à des humains face à face. Et puis au-delà de ça, c'est à quel point c'est beaucoup plus simple de signer un deal. On sort de là, bah, il y a une connexion émotionnelle qui est faite, on monte tous les chiffres en live, il y a une confiance beaucoup plus grande qui se crée. Et puis après, le deal, il est signé extrêmement rapidement. Et le paiement aussi peut se faire beaucoup plus rapidement parce qu'il y a là encore une confiance qui s'est créée. Et puis au-delà de ça aussi, c'est à quel point les rencontres physiques, les discussions en physique, au-delà même des discussions virtuelles, peuvent t'amener de la valeur, peuvent t'amener une connexion limite perso, amicale avec des personnes que tu peux rencontrer, que tu peux avoir en ligne, mais pas avec la même profondeur. Encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, ça va vous sembler extrêmement bateau, mais pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout intégré. Je considérais vraiment que le virtuel pouvait, en termes de connexion, en termes de réseautage, pouvait largement remplacer tout ça. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de rencontrer Théo Lyon à Bali. Je sais pas si tu vois qui c'est Théo Lyon, le fondateur Enfin, de Kudak. ouais, je vois très bien. Je le connais pas, mais je vois très bien qui c'est. Ouais. Et, et, et tu vois, de déjeuner avec lui dans le coworking, et ça permet de connecter avec une personne avec qui j'aurais jamais pu connecter d'habitude. Aucune chance, tu vois. Parce qu'on est dans des univers un peu différents, parce que je leur ai pas forcément envoyé de message, parce qu'il m'aurait pas forcément envoyé de message. Et finalement, ça s'est fait. Et il y a une connexion, elle n'est pas amicale la connexion, elle n'est pas non plus professionnelle, mais il y a une connexion qui s'est faite. Et ça, de même avec tout un tas d'autres personnes, où on a pu avoir des échanges sur les stratégies, sur ce que l'on fait, sur ce que eux ils ont fait, sur leur échec. Et donc j'ai redécouvert réellement à quel point le réseautage, les rencontres, les discussions en physique, en fait, pouvaient apporter de la valeur. C'est quelque chose finalement que j'ignorais, Et tout simplement. alors moi, Euh, j'ai toujours beaucoup, je sais pas comment il faut dire, mais compter sur le réseau, parce que dans notre métier, nous, il y a une composante réseau indéniable. Et donc, je valide ce que tu dis, même si au bout d'un moment, au moment où je te parle, j'ai une grande réflexion qui est comment le réseau t'aide à scaler. Et en fait, tu te rends compte que t'aide à dépasser, tu vois, parce que ce que tu dis, c'est très vrai, tu vas signer des trucs, mais tu peux pas signer non plus tous les trucs comme ça, parce que sinon, au bout d'un moment, t'as un goulot d'étranglement qui est ta personne. Et donc, c'est en fait là où, enfin, j'ai pensé pendant cette année à un moment que, en fait, le réseau, au bout d'un moment, il y avait un goulot d'étranglement, donc que ça marchait plus. Et en fait, quand tu accèdes à certains types de réseaux qui te permettent d'accéder à, tu vois, des énormes trucs, tu te rends compte qu'en fait, ça peut te faire scaler par voie indirecte. Et donc, en fait, je suis un peu revenu aussi sur mon idée. Sur le réseau, ouais. enfin, en gros, ma hype sur le réseau a fait un truc dans ce goût-là, quoi, tu vois. Tac, tac, tac. C'est-à-dire que c'était hyper cool, ça m'a vachement aidé. Après, je me dis, ouais, mais en fait, quand vraiment tu passes à l'échelle, c'est de moins en moins vrai, c'est plutôt ton produit, ta réussite, le cercle vertueux. Et après, je me suis dit, ah oui, mais quand tu veux passer à l'échelle d'après, bah, t'en as re-besoin, mais avec des conditions différentes. Enfin, j'ai toute une réflexion sur le réseau qui est. Hmm. Ça pourrait être un épisode, ça On aussi. en parlera, on fera un sujet spécial Oui, dessus. on pourrait faire un sujet Ouais. en invitant des gens. Ouais, 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 j'ai des idées. Carrément. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie cette année? Que ce soit des rencontres, des tâches, des bouquins, des films. Généralement, en fait, c'est un bon indicateur, ça. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne? Et généralement, une fois qu'on a identifié ce qui nous prend de l'énergie, sur ce qui nous a pris de l'énergie pendant toute l'année, on sait ce qu'on veut tuer l'année suivante. Et inversement, les trucs qui nous ont donné de l'énergie, il faut au contraire appuyer dessus l'année qui suit. Donc ma question c'est, est-ce que tu sais ce qui t'a donné de l'énergie? Ouais. Alors déjà, ce n'est pas de la pub ou du, ou du truc, mais notre podcast en un. Moi, c'est un truc qui me donne de l'énergie. Moi, c'est un Ouais, moi truc que aussi. j'adore faire. Et je suis hyper content. Et qu'on fasse 200 vues, 1000 vues ou je sais pas, 15 000 comme on a fait avec Arnaud. euh, Dans tous les cas, ça me donne vachement d'énergie et je suis hyper content. Évidemment, plus on fait de vues, plus je suis content. Donc, continuez à regarder, à vous abonner, mais voilà. La croissance du média, moi, ça me donne, à chaque fois qu'on en parle, ça me donne beaucoup d'énergie parce que je suis hyper, et tu sais très bien que je suis hyper bullish sur le sujet et que je pense qu'on est en train de construire et de créer un truc très très bien. Donc quand je croise des gens dans la rue qui me disent, euh,
Euh, je lis votre newsletter, je trouve que c'est la meilleure. Enfin, j'ai déjà eu ce truc-là, je trouve que c'est la meilleure en France, tu vois. No bullshit, hein, vraiment, tu vois, des mecs qui nous le disent comme ça, ou des mecs qui m'arrêtent dans la rue en disant ouais, j'adore ce que vous faites, ou l'autre jour, ma banque d'affaires qui m'appelle et qui me dit il y a un mec qui vous a cité en entretien d'embauche, mec que je n'ai Attends, jamais vu de c'était ma vie. la newsletter ou le podcast? Le podcast. Ok, ok. Ah, c'est fou. Et quand j'ai des trucs comme ça, je me dis putain, on est vraiment en train de construire un truc, on est en train de construire un truc vrai, tu vois. On n'est pas en train de construire une espèce de machine de croissance pour une machine de croissance dont personne n'a rien à foutre et juste à un moment ça va stagner et péter, tu vois. Genre, Hmm. j'ai fait partie de la vague TikTok, donc tu vois, je vois de quoi je parle. Mais un truc où des gens, tu vois, où il y a des signaux faibles de gens qui disent putain, je lis, c'est hyper intéressant. Et il y en a un, et il y en a deux, et il y en a cinq, et ça me revient. Et je vois que la newsletter IMO, elle est citée sur LinkedIn par des gens dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Et tu vois, il y a ce petit truc en arrière-plan qui se dit, ok, c'est vraiment en train de prendre. Et ça, pour moi, c'est des vrais indicateurs. Au-delà de, on a X lecteurs de plus, oui, on a des super chiffres, et c'est génial, et c'est la base du truc. Mais on a surtout des retours clients, ou je sais pas comment il faut appeler ça, qui disent, ok, moi je suis de plus en plus addict, entre guillemets aussi évidemment, mais à ça. Et je trouve que ça me donne peut-être plus d'énergie que de juste de dire, bah, ce mois-ci, on a réussi à faire plus 25% de chiffre d'affaires, ce qui est génial, tu vois, ce qui est top. Mais, voilà. Et puis, bien sûr, sur Will, il y a deux grands trucs. La croissance qu'on a eue, qui est quand même folle, hein, puisque, enfin, bref, signer 100 millions de deals en un an, j'y croyais, mais je pense qu'avec moi, tu vois. Enfin, et mes cofondateurs, mais tu vois, enfin, c'était tout sauf évident. Euh, Et le second sujet, c'est les deals un peu, comme je te disais, un peu iconiques. C'est-à-dire on s'en fout. Enfin, c'est très bien de faire les chiffres, pareil, c'est top, c'est l'objectif, c'est ça qui fait tourner la boîte et machin. Mais le fait de pouvoir faire des deals, s'arrêter devant et dire ouais, on a fait ça, ça, je trouve, tu vois, ça donne vraiment de l'énergie aussi d'un point de vue personnel et humain. Là, pareil, alors c'est confidentiel, mais sur le littoral, sud-ouest, à un endroit très coté, on fait un bâtiment, on bosse sur un bâtiment monument historique. Avec une grande famille, machin, on fait un truc qui, je pense, va être incroyable. Sachant que dans le bâtiment en question, il a été construit à la base par un des rois de France très connus, et voilà, tu vois. Ceux qui seront vraiment forts en histoire et en géographie, ils risquent d'identifier le truc, mais on s'en fout. On s'est positionné sur un truc comme ça et on est en train de faire un boulot qui, même si en fait finalement c'est pas ça qui va ramener le plus de, enfin tu vois, ça va, enfin ramener un peu d'argent, mais pas tant. Le sujet il est pas là, le sujet il est de faire un bâtiment iconique et de se dire, on a vraiment participé à quelque chose, tu vois. Et et le mec d'avant à avoir participé à ça, tu vois, c'était Louis XIV, donc pas mal. Tu vois. Et ça me donne vraiment de l'énergie, C'est sympa. alors que c'est pas Hmm. quantifiable, tu vois. C'est pas quantifiable. Voilà. Non, mais ça Donc te ça, donne une indication. C'est de dire, ok, c'est ce type de projet que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer à faire. J'ai envie exactement. d'avoir Alors tu ce peux pas type faire que d'ambition. ça, hein, parce que tu te doutes bien, tu peux pas faire tourner la boîte juste avec ça. Mais Ouais. mais c'est très agréable, tu vois. Et ça c'est vraiment les gros trucs qui m'ont donné de l'énergie sur sur 25. Collaborer avec notre ami Vivien et l'aider pour son projet, tu vois, un peu, alors qui est complètement différent. On n'est plus du tout sur du monument historique, mais on est sur un habitat communautaire. Bon bah très stylé aussi, tu vois. Voilà. Et c'est quoi les choses, et c'est quoi les choses qui t'ont pris de l'énergie du coup? L'administratif, les impayés. Je crois que j'en avais parlé un jour en off, mais on a des, enfin bref, pour être pareil, tu vois, totalement transparent, hein, on annonce tout ça, mais on a quand même des volumes d'impayés qui sont très importants. Euh, et donc c'est chiant, c'est de l'administratif. Alors on s'en sort, hein, mais c'est chiant, c'est de l'administratif. C'est c'est parfois désagréable. T'as des conversations très 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 désagréables avec des gens contre qui t'as rien à la base, hein. Euh,
Ça, c'est un vrai truc. Ce qui m'a coûté de l'argent après, c'est aussi l'administratif sur les projets. Tu veux obtenir des permis de construire, des machins, tu te prends 3 mois de retard, 6 mois de retard. Ah, mais il y a ça qui va pas, machin. Même si c'est pas moi qui le fais, évidemment. T'as cette ambiance de stress qui arrive, genre, ok, on est, tu vois, on a fait une analyse, donc on a levé de l'argent pour un truc, et le truc, il a 6 mois de retard, même si c'est pas nous en direct. Il y a des jours un peu big stress quand même. Ça m'a coûté, ça, c'est ce qui probablement m'a Hmm. coûté le plus d'énergie. Et après, il y a d'autres trucs, évidemment, que je garderai liés à l'interne. Mais faut se douter pour ceux qui nous écoutent que, évidemment, il y a des choses dans la vie de tous les jours qui font que tu as des tensions, que ça te coûte énormément d'énergie et que, voilà, et que tu peux pas, malheureusement, tu es obligé d'y passer. Ok. Ok. Je vais peut-être pas toutes te les faire du coup, puisque le temps passe. Je peux t'en faire une petite dernière. Allez, faisons une dernière. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, il y a des choses cette année que tu n'as pas faites par peur? Oui, oui. Il y a plein de trucs que je fais pas par peur. Il y a plein de trucs que je fais pas par peur. Euh, Vas-y. De pas Déjà payer des les expériences. impôts parce que tu as peur des conséquences. J'ai peur de. Non, mais le premier, si tu veux, c'est tout ce qui est expérience perso. Tu sais, je suis allé au Pérou. Il y avait un vol pour voir les lignes Nazca là. Tu sais, des trucs dans le désert. Tu sais, des grandes lignes dans le désert qui dessinent des animaux en règle générale. Et j'ai vu l'avion. J'y suis pas allé, tu vois. Alors qu'il s'est rien passé, hein, factuellement, mais qui sont allés, tout s'est bien passé, tu vois. Je suis pas allé. Tu vois, je me suis dit, non, là, on, là, on va crever, j'y vais pas. Euh, c'est plutôt sur le perso, moi. C'est plutôt sur le perso, tu vois, euh, où je me suis dit, où je me suis dit sur des expériences, tu vois, en voyage, tout ce qui est lié vertige, c'est haut, ça vole. Alors les avions, je m'en fous de manière générale, je prends l'avion souvent, mais c'est haut, ça vole, ça semble, tu vois, j'ai un risque de mourir. Ça, c'est un truc qui me bloque vachement dans plein d'expériences, tu vois. J'ai toujours pas passé mon permis. Alors c'est pas vraiment par peur, mais en même temps, si je suis très honnête avec moi, comme je l'ai raté plein de fois, je me demande si tu vois, si j'ai pas, je finis pas par avoir peur de passer l'examen. Alors que je sais que ça, enfin, même si j'en ai pas besoin au quotidien, ça m'aiderait pour plein de raisons. Alors, ça bug pas mal. J'ai entendu un mot sur 6. Je sais pas si Riverside va être Ah capable merde! de rattraper le son. Mais en fait, je vois bien ton visage, il bouge bien. Mais le son qui en sort arrive quelques temps après. Ah merde, j'espère qu'il y aura pas de bug, ouais. Donc, je regarderai au montage si au besoin je couperai. Ok. Ok, Et puis on peut conclure là, je pense, hein. carrément. Ok. Bah écoute, bonne fête de Bah, Noël. merci à tous. Et puis à la semaine prochaine. À la Bonne semaine fête pro. de Noël, exactement. Bonne fête de Noël. Et puis à la semaine prochaine.